Sensoscopie, le podcast de l'intelligence sensorielle. Quand on nage avec les requins, mieux vaut ne pas saigner. Des inspirations essentielles pour décoder nos ressentis, comprendre le monde, notre environnement, pour tous ceux qui cultivent l'art de percevoir et bien plus. Restez vivants dans un monde qui peut parfois sembler trop rapide, trop bruyant, trop violent, trop dispersé, insensé. Je suis Emmanuelle Motte, fœtus devenue grand-mère. J'ai souvent mouru et renaquis. J'ai d'abord été costumière pour tisser des fils et des liens, avant de franchir la frontière de l'épiderme et découvrir le costume intérieur qui façonne nos rôles. Équipée de 30 ans d'exploration pratique de nos compétences comportementales, ma capacité à interroger le système sensoriel aide tous ceux qui bloquent dans des situations complexes. Merci d'avoir choisi l'audio pour vous extraire des écrans et favoriser une écoute intime et confidentielle. Bienvenue dans le 32e épisode de Sensoscopie. Aujourd'hui, nous voyageons des Antilles à Saint-Germain-des-Prés, de la Libye au tsunami, entre héritages familiaux puissants et soif de liberté intellectuelle. À la croisée de ces mondes, une femme qui a fait du rire une force, de l'écriture un remède et de la curiosité un mode de vie. Une conversation où les sens deviennent mémoire, où le pardon apaise le cœur et où chaque expérience, grande ou petite, éclaire la vie avec intensité et lucidité. Je vous invite à ouvrir grand vos oreilles pour laisser entrer la voix de mon invité qui va tout de suite se présenter. Alors, je suis Marion Rimbaud, née Marie Crassoun-Médeuil. Je tiens à dire tout de suite que j'ai 81 ans et que c'est un très bel âge. Je vous appelle Marion ou Marion ? Comme vous voulez. Non, Marion, parce que Marion. Finalement, si je réfléchis, je me suis appelée plus longtemps Marion que Marie. Quoique mon père ait toujours voulu m'appeler Marie. C'est vous qui avez décidé un jour de vous appeler Marion. Vous aviez quel âge ? J'avais 16 ans. C'était quoi le... C'était d'abord l'idée de que Marie avait une connotation virginale. À 16 ans, ça suffit. Et absolument. C'était trop. Je comprends. D'autant plus que ma mère était très pudibonde et très sévère. J'étais étroitement surveillée. Ouais, donc la première émancipation, ça a été de passer de Marie à Marion. Oui. Et marions-nous. Et bien entendu, et c'était ce que, quand j'allais à la Martinique, c'était ce que murmuraient les garçons. Marions-nous. Bon. Avant d'arriver à la Martinique et d'arriver à vos 80 ans, j'aimerais qu'on revienne à cette photo que vous m'avez sortie et que vous avez choisie quand je vous ai demandé de trouver une photo de vous. C'est une photo qui a été prise par mon père. Quelle sensation vous avez ? On est où Je suis chez mes parents, boulevard Saint-Germain, puisque mes parents habitaient boulevard Saint-Germain à Odéon, dans un appartement qu'il avait loué. Et je crois que mon père avait été séduit par le parquet de l'appartement. Vous vous souvenez du bruit du parquet de l'appartement ? Oui, parce que c'était un magnifique parquet Versailles. Ouais. Très, très beau parquet. Quel souvenir sensoriel de cette époque ? La lessive, qui était faite certainement plusieurs fois par semaine, avec une odeur de javel très forte. La lessive était faite par une grande dame bretonne qu'on appelait Nénène, qui avait beaucoup de personnalité et elle avait, paraît-il, aidé ma mère même pendant le mois d'août 1944 où je suis née. Et alors qu'en août 1944, les Allemands et les Français se battaient encore dans le 15e arrondissement, puisque c'était près de l'école militaire. Et quand je suis née, mes parents habitaient rue du Laos. Et la femme de ménage était venue tous les jours aider ma mère. Et elle avait son franc-parler, elle disait à mes parents exactement comment il fallait nous élever. Je vous souvenez ? Vous avez des souvenirs de sa voix Oui, elle était très grande, elle avait des belles pommettes, une belle figure, une très belle femme. Elle avait un petit mari qu'elle
qu'elle dominait absolument. Elle n'avait pas d'enfants et elle nous aimait beaucoup. Et elle me racontait tous les matins une émission qu'elle écoutait sur la famille Duraton à la radio. Je me souviens de ça. Alors, on avait beaucoup de chance parce que ma mère était une très bonne conteuse. Et nous, les enfants, on était tenus, quand on s'agitait trop, on nous racontait une histoire. Et ça, donc, ma mère était une très bonne conteuse, et mes deux grands-mères, alors une de Martinique que j'ai connue plus tard, et même une qui habitait à Paris, nous ont toujours raconté Molière, les tragédies de Shakespeare, l'Iliade et l'Odyssée, la guerre des Gaules. Quand j'ai fait du latin, c'était pas difficile de savoir comment se terminait la version, puisqu'on nous avait déjà tout raconté. Et quand mes parents allaient au cinéma ou allaient au théâtre, le lendemain, ils nous racontaient ce qu'ils avaient, à leur façon, bien sûr, mais... Et puis mes parents lisaient énormément. Il y avait beaucoup de livres à la maison. Et on nous encourageait à lire et on nous encourageait à jouer au théâtre. Il y avait une grande valise qui était remplie de vieilles robes et de draps, etc. Et on se déguisait beaucoup et on jouait au théâtre. D'ailleurs, j'ai une amie qui a retrouvé une pièce de théâtre que j'avais mise en scène à 13 ans dans une maison à la campagne. J'avais profité dans cette maison, il y avait trois vieilles colonnes et il paraît que j'avais réussi à faire mettre les adultes des draps, etc. J'avais déguisé tout le monde et j'avais inventé une pièce de théâtre. Et le théâtre, alors ma grand-mère de Martinique nous avait envoyé de quoi être abonnée à la Comédie Française. Et nous étions petites filles, nous allions à la Comédie Française, qui était à cette époque-là, le théâtre de l'Odéon donnait les pièces de la Comédie Française, où nous allions habillés avec des gants. Je me souviens qu'on assistait au théâtre, c'était une cérémonie, on allait au théâtre et on s'habillait pour aller au théâtre. Et le théâtre a été une très 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 grande passion. Oui, j'ai adoré le théâtre. Et maintenant, je me dis, j'aurais peut-être dû, j'aurais pu ou j'aurais aimé être metteur en scène. Cette petite fille, elle voulait faire quoi quand elle serait grande, Elle voulait être une séduisante au possible. Elle voulait être une grande séductrice. Elle a réussi? Je ne sais pas. Vous savez, c'est après qu'on sait. Mais maintenant, vous savez. Parce que Non, mais je sais, mais je n'étais pas consciente. Parce que, à l'âge que j'ai, quand je rencontre des adultes, que des gens que j'ai connus à l'époque où j'avais 40 ans, je ne sais pas quoi, mais comment tu n'as pas vu que j'étais amoureux de toi? Ben non, tu n'avais qu'à te déclarer, crétin, et puis c'est tout. J'ai rien vu. J'ai toujours trouvé que les gens manquaient de courage. Vous avez parlé d'une grand-mère à la Martinique? Alors, mes deux grands-mères viennent de la Martinique. Nous sommes des béquets de la Martinique depuis la fin du XVIIe siècle. Mes ancêtres sont arrivés à la Martinique pour être des gens de justice, des procureurs. Et je peux même dire que au tribunal de l'histoire, il y a un de mes ancêtres qui a fait la traite des Noirs, qui a été armateur, il était royaliste, il s'est jeté dans les bras des Anglais au moment de la Révolution française, et son frère, lui, a été conventionnel, et on prétend qu'il a voté la mort du roi. Et alors celui qui avait été pris par les républicains a eu la tête tranchée, et quand c'était son demi-frère qui était conventionnel, on a demandé qu'au moins son demi-frère puisse empêcher de cette fin tragique. Son crime était si grand qu'il l'a mérité. Alors, voilà ce que les idéologies font. Mais au tribunal de l'histoire, je peux être dédouanée. Il y en a un qui a voté la mort du roi et l'autre qui... Vous n'êtes pas responsable d'être né dans cette famille? Eh bien, responsable, si. Je pense que moi, j'assume mes ancêtres.
je ne sais pas si je suis fière ou pas fière, mais je les assume. Mm. On a encore beaucoup de papiers de famille. J'ai encore un de mon grand-père, que je n'ai pas connu, s'appelait Gustave. Il avait un frère qui s'appelait Bornave, pas d'où ces noms sortent, et qui, lui, s'était battu en duel. Donc, je suis quand même issue d'une famille où on se battait en duel. Ça a de la gueule. Et j'ai fait de l'escrime. Ah ouais. Et quand vous étiez enfant, vous aviez conscience de... Comment vous avez pris conscience de... Vous alliez en Martinique, vous êtes votre premier... Non, vous êtes allé en Martinique? je suis allée en Martinique, mais j'étais enfant, je devais avoir 7 ans. Vous la en première souvenez? fois. Ah oui, bien sûr. C'était un voyage sur un bateau en première classe, un très grand bateau. Pour la première fois, on allait au cinéma sur le bateau. Ma mère était en robe du soir. Et le président Coty, qui n'était pas encore président Coty, je ne sais plus ce qu'il était sur le bateau. Oui, c'était là, luxueux. Et je me souviens qu'au retour, on était servis le petit déjeuner était servi d'une façon absolument luxueuse. Ouais. Donc on a eu, oui, et là, je me souviens de cette approche en bateau de la Martinique. C'est une approche lente qui est extraordinaire. Vous voyez les premiers poissons volants. Non, j'ai ce souvenir d'arriver à la Martinique sur un bateau qui s'appelait le Colombie. Oui, c'était extraordinaire. Et là-bas, vous êtes resté longtemps à Ah ben, l'époque? non, on partait pour les vacances, on restait 3 mois. C'était les vacances d'été. Oui, c'était les vacances d'été. Alors on rentrait auréolé d'exotisme à l'école. Donc j'allais à l'école au Cours Désir. Le Cours Désir, c'était une école catholique qui était rue Jacob à Paris et qui avait eu Simone de Beauvoir comme élève. Et j'avais encore une surveillante qui avait connu Simone de Beauvoir. Et quand vous arriviez de Martinique, enfant, vous avez des souvenirs de contraste? Ah oui, le souvenir, c'était l'odeur du vétiver. C'était véritablement, d'abord la chaleur, ensuite on arrivait par bateau, donc il y avait un côté, maintenant je peux dire, star de cinéma qui arrive sur le bateau, toute la famille était là. Alors en revanche, on arrivait dans des maisons des frères, des sœurs de mon père, et c'était des maisons où l'atmosphère était extrêmement moite, parce que les Antilles, c'est une chaleur humide, très très humide, où tout est un peu moisi. Il n'y avait pas l'air conditionné à cette époque-là. Mes cousins me mettaient des crapauds dans mon lit énorme. Et c'est là aussi, il fallait avoir l'air courageuse. Parce que je pense qu'en Martinique, comment dire, on est tout le temps mis à l'épreuve un petit peu. Vous êtes mis à l'épreuve physiquement d'une façon différente de la vie urbaine à Paris. Vous êtes mis à l'épreuve parce que les bruits de la nuit sont différents. Vous ne connaissez pas les bêtes, vous êtes obligé de nager, les poissons, il y avait la nuit, vous éteignez la lumière, il y avait des papillons absolument énormes des espèces de gros papillons gris et noirs qui devenaient de la cendre, etc. Non, la nuit était différente. Les bruits de la nuit étaient très différents des bruits de Paris. Et on n'avait pas envie d'avoir l'air d'être des petites Parisiennes chochottes. Donc, on était courageuses. Ouais. Et ça, vous y alliez tous les ans? Oui. Ça durait combien de temps, la traversée en bateau? Au moins 8 jours. Au moins 8 jours. Et vous faisiez quoi sur le bateau? Vous vous souvenez des jeux? Sur le bateau, on courait sur le pont. Il y avait un sentiment de très grande liberté, puisque on pouvait galoper partout. Alors, il n'y avait que ma mère, parce que mon père travaillait encore, était venu après. Il n'y avait que ma mère avec les 3 enfants. Il y avait 2 cabines. On était les 3 petits dans une cabine. Ma mère était dans une autre cabine avec mon petit frère, plus des plants de clémentines. S'il y a des clémentines à la Martinique, c'est grâce à ma mère qui a apporté des plants de clémentines à la Martinique.
Parce que, ah oui, j'ai oublié de dire que nous allions à la Martinique parce que mon père appartenait à une famille qui avait une distillerie de rhum et une plantation où il y avait des bananes, des ananas et des zébus. Parce que les zébus, c'est des animaux qui sont des vaches brahmanes, des très très belles vaches avec des yeux dessinés de noir. Et cette propriété est au nord de la Martinique, qui s'appelle Macouba. Macouba, c'est le mot caraïbe pour le tabac. Le tabac que fumait Napoléon, c'était du Macouba. Parce que la Martinique est la terre de Joséphine, Tachère de la Pagerie, épouse Beauharnais, épouse Bonaparte. Voilà. Enfant, vous y allez jusqu'à quel age? Tous les ans? Non, pas tous les ans, parce que d'abord, je pense que c'était très cher. Et mon père y était allé pour la première fois après son mariage, à l'occasion du mariage d'une de mes cousines. Mon père était d'une famille de 4 enfants et son frère aîné mariait sa fille aînée. Et donc nous étions allés pour la première fois à la Martinique. Nous étions restés 3 mois. Voilà. Et après, j'y suis retournée à l'âge de 16 ans. Et à cette époque-là, on partait sur des bananiers. Les bananiers, c'était les bateaux qui partaient de France. On partait de Rouen ou du Havre ou de Dunkerque. Et ces bateaux apportaient certainement, j'ai oublié quelle cargaison à la Martinique, et revenaient avec les bananes. Et là aussi, c'était 8 jours. Et là, on était simplement, il y avait des cabines pour 5-6 personnes simplement, et on se lavait à l'eau de mer. Hein. C'était pas très... Mais c'était... Moi, j'ai toujours aimé le bateau. On a subi des cyclones sur les bateaux, et j'ai jamais eu le mal de mer, et j'aime le roulis. Oui, j'aime beaucoup ça. Beaucoup plus... J'aime la mer. Toutes ces sensations d'enfant, vous avez l'impression qu'elles sont encore vivantes et vibrantes très, en vous? Oui, très vivantes. Je pense que je ne retourne plus à la Martinique pour des raisons personnelles, mais je pense que le fait d'être une béquée, faire partie d'une minorité qui est très consciente de son passé, très consciente de ses qualités et de ses défauts. Oui, je pense que c'était une partie importante de mon identité. Ça a été une boussole dans votre vie? Boussole, non. Je l'accepte. Boussole, pour moi, boussole, c'est quelque chose qui vous guide. Moi, je pense que c'est plutôt quelque chose... Je suis née dans un berceau dans lequel il y avait au moins 4000 personnes. J'entends, mais oui. Je disais boussole au sens qui oriente votre vie, dans cette capacité justement à... C'est-à-dire, je pense que j'ai toujours senti que c'était une sécurité d'avoir autant de membres de famille, et qu'il suffisait que mon nom m'ouvrait un nombre énorme de connaissances. Le sentiment d'être isolé, je n'ai jamais connu ça. Et même à la Martinique, il y a quelquefois le sentiment d'être, au contraire, d'être au milieu, d'être trop connu. Alors, il y a des moments où l'anonymat, on a envie de se reposer de l'anonymat. Parce que vivre dans un milieu où tout le monde vous connaît, c'est une contrainte, quelquefois une contrainte à se tenir droit ou être un peu exemplaire. En tout cas, ce que vous faites de moins bien, tout de suite rejaillit sur la petite communauté. Alors c'est à la fois un stimulant et une contrainte. Mais je le prends pour moi, je pense que c'était plutôt un stimulant à être exemplaire. Alors exemplaire, c'est un mot qui demanderait énormément d'explications, mais c'était plutôt pour être bien. Donc cette petite fille, elle est curieuse, vivante, elle a ses expériences assez fortes avec cette... Alors, mais cette petite fille, elle a quand même une très très grande frustration, c'est qu'elle sent très bien qu'être une enfant,
c'est une limitation. J'ai donc toujours voulu être adulte. Même si, rétrospectivement, je n'étais pas malheureuse enfant, mais j'avais envie d'être adulte, parce que être adulte me paraissait la liberté. La liberté de vivre comme je l'entendais. Parce que vous aviez l'impression d'être contrainte. Oui, oui, ma mère était exigeante. L'éducation de ma mère était exigeante. Elle nous disait toujours qu'on pouvait faire mieux. Et c'était pas méchamment, mais c'était sous-entendu, tu as la capacité de faire beaucoup mieux. Et ça vous embêtait, enfant? Ben, c'est un poids, parce que ça empêche les petits moments de paresse quand même. C'est-à-dire que ce que vous ne consacrez pas à l'étude, c'est du gaspillage. Ça, c'est quelque chose qui est resté? Oui. Je pense, oui, je pense. Pourtant, quand on regarde cette petite fille, on sent qu'il y a cette pétillance qui est en vous encore, très proche. Oui, oui, c'est sûr, parce que le regard de mon père était très bienveillant et mon père avait une mimique quand il voulait s'empêcher de rire, toutes les bêtises qu'on disait. Il avait une mimique qui faisait que sa mâchoire, il ne voulait pas avoir l'air de rire, mais on appelait ça enfant, papa, tu fais crocodile. C'est-à-dire, il essayait de s'empêcher de rire, mais il y avait une mimique où on voyait bien qu'on l'avait fait rire. Alors à partir du moment où vous avez fait rire votre père, c'est gagné, voilà. Et la prime au mot d'esprit, alors ça c'était très important d'avoir de l'humour et de savoir raconter une histoire. L'humour était très valorisé. Enfin, je considère toujours qu'une journée où je n'ai pas eu l'occasion de rire, c'est une journée absolument perdue. Ouais, donc c'est des sensations aussi que la pirouette spirituelle presque est un bonus. Est un bonus. Oui, et oui. Donc vous avez quand même grandi avec ça comme entraînement. Absolument. Si vous voulez, je comprends le chagrin. Je ne veux pas nier que le chagrin existe. Mais je trouve que quelquefois, il y a une collaboration avec le chagrin. C'est-à-dire? Mais ceux qui se complaisent dans le chagrin, j'appelle ça, c'est une collaboration. Et le mot collaboration, il est moche. Je pense à moi, je me dis, mon Dieu, aujourd'hui j'ai 17 ans. Pof, je me regarde dans la glace, je me dis, quand même, non, t'exagères, tu n'as plus 17 ans. Et ça me fait rire, cette capacité d'être pathétiquement dans l'illusion que je me réveille avec 17 ans. Mais vous avez une énergie de 17 ans. Je peux l'avoir, oui, je peux l'avoir. Alors j'ai une grande capacité de ne pas dormir aussi. Parce que c'est pas bien, mais dormir pour moi est une grosse perte de temps. Peut-être j'ai hérité de ça, alors c'est cette joie de vivre qu'il y a à la Martinique. Je reconnais qu'il y a une joie de vivre qui est... je ne saurais pas l'expliquer, mais la personne qui... on peut avoir du chagrin, mais quelque part, c'est tout seul. Si vous voulez, le chagrin est une chose privée qu'on ne doit pas partager, même si on peut avoir la simplicité quelquefois de dire aujourd'hui j'ai du chagrin, mais viens qu'on fasse quelque chose ensemble. Ok, donc ça veut dire que quand vous avez eu des chagrins dans votre vie, la consolation n'a pas été avec les autres. Ça a été, vous avez donc agi différemment. Oui, je pense que je préfère à ce moment-là écrire. Je pense que écrire me permet Une consolation. Pas une consolation, mais elle me permet de transformer. Si vous voulez, le chagrin, c'est quelque chose qui vous abîme. La trahison vous abîme. D'ailleurs, le sentiment de trahison, je l'ai véritablement, comment dire,
Je crois que le jour où j'ai été trahie, je me suis sentie trahie, et je suis allée à l'office du Vendredi Saint, et quand j'ai vu que le Christ qui pressentait Sa trahison. sa crucifixion, et qu'il se sentait trahi, et que ses disciples, il leur demandait de prier, et que ses disciples s'endormaient, et je me suis dit, c'est là où il a dû le plus souffrir. C'est quand ses disciples se sont endormis à côté de lui, qu'il avait besoin d'eux. Et quelquefois, je me dis, le fait de ne pas dormir, bon, ça c'est c'est ma névrose, puisqu'on a tous la névrose. Ma névrose, c'est de ne pas dormir, mais pendant que je ne dors pas, je suis vivante. Enfant, vous sentez cette différence entre la métropole et la Martinique? Oui, et le fait aussi qu'on dansait énormément. On aimait danser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc quelque chose de très contrasté? Oui, c'était ludique. L'univers de mes contemporaines, puisque j'étais dans une école uniquement de filles, me paraissait morne et grisâtre. Et beaucoup plus guindé. Ça me semblait beaucoup plus guindé. Vous sentiez que vous étiez différente, Oui, du coup? oui, oui. Et qu'est-ce que vous avez fait de cette différence? Ça vous évoquait quoi? Ça m'évoquait que le rire, que de ne pas rire ou de ne pas chercher à rire, c'est une faute. C'est une faute. C'est quelque chose qui est resté. Ah oui. D'ailleurs, la séduction de quelqu'un qui me fait rire, c'est irrésistible. 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 De quelqu'un qui est sérieux tout le temps et qui n'a pas d'humour, tant pis pour lui, hein, ou tant pis pour elle. Voilà, donc c'est une marque de fabrique de la famille, ça, quand même. Je pense, oui, c'est une marque de notre univers de la Martinique, oui. Moi, j'ai travaillé pendant 30 ans dans une société qui vendait le blé français dans des adjudications internationales. Ça a été passionnant. Et ma société a même participé au rachat de certains otages des otages qui étaient en Syrie. Donc cette partie-là a été passionnante. Mais il y a eu une négociation, ma société a été rachetée au bout de 30 ans, et donc je me suis retrouvée à 54 ans sans travail. Et à ce moment-là, ma fille a commencé à faire du théâtre, et on s'est lancé, j'ai produit ma fille à Paris, à Avignon, et quelques années après, avec des spectacles. Donc ça, j'étais passionnée. Et je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup investie. Ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Et c'est là où j'ai vu que c'est la motivation qui compte. Ça, je pense que c'est une des qualités du fait d'avoir été un tout petit nombre dans une île où on arrive et où on doit dominer, puisqu'on ne survit que si on est dominant sur la nature, sur le etc. À partir du moment où la survie ou la réussite devient sur le dominant, faut y aller. Faut y aller. Oui, donc c'est sûr que c'est un modèle qui est fort. Oui, c'est un stimulant. Et je n'ai jamais été déçue. Parce que quand j'ai commencé à travailler, je suis engagée à mi-temps pour vendre de la farine au boulanger de France. Je dis ça à ma mère qui me dit « Enfin Marion, tu vaux beaucoup mieux que ça, je sais pas, tu es littéraire, etc. » Je dis « Mais maman, c'est un job pour commencer, etc. » Et petit à petit, ce job a été de vendre le blé français en adjudication internationale, c'est-à-dire qu'on le vendait, c'était les débuts du marché commun agricole, et je me suis beaucoup rendue en Égypte, en Libye, en Syrie, au Yémen, c'était très intéressant, et je parlais 1000 fois mieux anglais ou français que les gens, enfin mon patron. Je pense aussi que le fait que je sois une femme, à l'époque, c'était pas menaçant d'être une femme. Et moi-même, l'intérêt du travail m'a toujours intéressée parce qu'on rencontrait beaucoup de gens différents. Et j'avais un petit truc pour me dire, quand je vais dans un pays étranger,
comment je peux connaître la mentalité du pays où je vais. Et j'ai toujours lu les poètes de chaque pays. Et ça m'a beaucoup servi. Vous arriviez, vous parliez anglais avec des gens dont ce n'était pas la langue. Donc je parlais avec des Yéménites qui parlaient anglais, je parlais anglais. Donc déjà, il y avait quelque chose d'artificiel. Mais quand je disais à un Yéménite que je connaissais les poètes, eh bien immédiatement, et le fait que je sois une femme, ils m'accueillaient chez eux. Alors que mon patron restait à l'hôtel. C'est la clé. Eh bien, pour moi, ça a été la clé. Ça a été la clé. Ouais, c'est encore une valeur de cette double culture, quelque part, entre Saint-Germain-des-Prés et c'est-à-dire la curiosité qu'est-ce qui fait l'âme d'un pays. Oui, puis la culture aussi. Oui. Vous étiez bercé dans deux cultures quand même. Oui, j'étais bercée et j'avais la curiosité de cette culture. Et le fait d'être une femme, je pense, moi je ne dirais jamais que ça a été un désavantage. Pour moi, ça a toujours été un atout. Parce que quand on écoute, les gens vous disent beaucoup de choses. Et puis, même si je suis bavarde, je peux tenir un secret. Et d'ailleurs, je me souviens qu'un jour, on avait engagé quelqu'un et la personne, je ne sais plus quelle était, c'était moi qui regardais les candidatures. Et il y a une personne qu'on engage, je ne veux pas être secrétaire. Je dis pourquoi? Le mot n'était pas valable. Je dis ça veut dire que vous n'êtes pas capable de garder un secret. Vous ne faites pas l'affaire. Un secrétaire, c'est quelqu'un qui est capable de garder un secret. Et il faut garder des secrets. Parce qu'il y a des secrets qui sont... C'est pour ça que la déontologie ou l'éthique, on peut vous mettre 4 pages d'interdits ou de choses comme ça. C'est pas ça. C'est quelque chose de personnel, l'éthique. À quel moment vous recevez une confidence? Est-ce que cette confidence doit-elle servir à votre métier? Et est-ce véritablement une confidence qui doit être valorisée ou qui est simplement une confidence de quelqu'un à quelqu'un? Et ça a été toujours intéressant. Il m'est arrivé un jour, la première fois que j'ai eu rendez-vous avec un émissaire du colonel Kadhafi pour vendre du blé à la Libye. Imprudemment, enfin pas imprudemment, mon patron m'envoie au Claridge, qui était un grand hôtel sur les Champs-Élysées, et le monsieur me dit de monter. Et je monte. Et je me rends compte qu'il voit une petite blonde et qui se dit que c'était le macaron qui était offert par la société. Il s'est jeté sur moi. Et j'ai réussi à transformer la situation en lui disant que c'était pas comme ça que ça se passait ici, mais que s'il avait envie de rencontrer une personne qui lui fasse visiter Paris comme il l'entendait, nous pourrions le faire. Et j'ai vraiment réussi. Et après, je me suis dit, Marion, je n'ai jamais raconté cette histoire après. Et après, j'ai compris qu'il ne faut jamais monter dans la chambre d'hôtel. Il faut avoir la présence d'esprit. Ben oui. Et vous l'avez. Je l'ai eu. Vous l'avez eu. Je l'ai eu et ça m'a bien servi de leçon après. Comment dans votre vie, si vous reprenez votre parcours, cette petite fille avec cette curiosité, avec cette vivance, avec cette pétillance, avec cette appréhension de cultures différentes, nourrie par la lecture, les histoires qu'on vous raconte. Et surtout les langues étrangères grâce à mes parents. Et les langues étrangères. Comment est-ce que vous avez des pratiques, des rituels peut-être, ou
ou des habitudes que vous avez mis en place au long de votre vie pour la nourrir, cette petite fille? Je crois que j'ai toujours continué à lire. La lecture? La lecture. Et alors, emmener des gros livres, c'était trop lourd, donc j'emmenais toujours des livres de poèmes. Et je pense que la nourriture qui m'a le plus servi, ce sont les poètes. Et les poètes, surtout les poètes des traditions, des langues, des pays que je ne connais pas. J'ai même donné une fois ou deux des conférences sur les poètes russes. Alors je ne les lis pas en russe, mais je les lis dans les traductions, et je trouve que la meilleure, pour moi, la meilleure perception de l'âme d'un pays, ce sont ces poètes. Alors, peut-être la musique, mais la musique, la musique m'emporte. Elle m'emporte, tandis que les poèmes, les mots m'enracinent Oui, plus. je vois. Voilà, si vous voulez. J'aime la musique, j'aime l'opéra, mais l'opéra vous emporte, tandis que les mots m'apportent. Incarne. Oui, beaucoup plus, beaucoup plus. Vous avez jamais écrit de la poésie? Si, bien sûr. Mais je n'ai pas, si vous voulez, alors j'ai connu quelqu'un qui m'a dit, mais la poésie, c'est l'indiscrétion du cœur. Et c'est vrai. Et ma mère a écrit plusieurs poèmes que j'ai gardés, mais je n'ai pas forcément envie d'être lue par d'autres gens. C'est pour moi. Oui, c'est quelque chose d'intime. C'est quelque chose si ma fille, j'ai toujours dit, je tiens aussi un journal, souvent, et je trouve que c'est intéressant parce que ça fixe les périodes, et ça permet de relire, ça permet de voir à quel point on peut avoir la prémonition de ce qui va vous arriver, et à quel point aussi on a des jugements trop rapides ou qui sont... Ça fait un repère de sagesse. Oui, enfin, c'est un repère d'une chronologie, si vous voulez. Je trouve ça important. Alors, je suis très sévère quand ma fille m'envoie des lettres qui ne sont pas datées. Je l'oblige à les dater, j'oblige mon petit-fils à dater. Vous avez une fille? Oui, alors j'ai perdu un enfant avant, et puis je n'ai eu qu'une fille parce que, d'abord, j'étais tellement heureuse de travailler, et ensuite, j'ai toujours senti que je pouvais offrir à mes moyens financiers, sans dépendre de ceux de mon mari, qui ont été fluctuants, que je pouvais procurer à ma fille l'éducation que je souhaitais lui donner. Et ça, j'étais contente et en même temps, je n'ai jamais parlé d'argent avec mon patron. Jamais, 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 jamais. Et le jour où j'ai été remplacée, il m'a dit, je suis désolée Marion, mais on vous remplace par quelqu'un qu'on paye 27% de plus que vous. Mais j'ai dit, Pierre, je m'en fous. C'est complètement égal. Est-ce que dans votre vie, il y a eu des périodes transformatrices, des déclics, des sensations intenses, des périodes de métamorphose? Oui, le fait de me séparer de mon mari, même si ça a été fait pacifiquement, je suis très fière de ça. C'est vous qui l'avez décidé? Oui. Qu'est-ce qui a été le déclic? Mon mari est un séducteur, donc une séduction de plus de sa part, c'était trop. Et je l'ai quitté. Et bon, ça a été douloureux, mais je suis très contente de l'avoir fait. Et quelle libération! Quelle libération! Hier, j'ai entendu sur France Culture, on parlait d'un livre qui s'appelle « Enfin seul ». C'est exactement ça. Je suis libre. Je ne lui veux que du bien. Je le revois très pacifiquement, mais je ne m'occupe plus de ses affaires, de ses chaussettes, de ses humeurs. Merveilleux. Merveilleux. Libération.
D'autres Alors j'ai eu, expériences peut-être? alors une autre, justement, alors que j'ai été d'une sagesse exemplaire, j'ai eu une autre expérience après l'avoir quitté, et je suis tombée sur quelqu'un de très sympathique, mais qui n'a eu qu'une envie, qui était plus âgé que moi, qui était veuf, je ne volais l'homme de personne, et qui ne voulait qu'une chose, c'était que je m'occupe de lui jour et nuit. Non. Tu as des enfants, des petits-enfants, je ne vais pas m'occuper de toi jour et nuit. Non, et c'est là où j'ai vérifié que aimer et respecter la liberté de l'autre, c'est très difficile. C'est très difficile. Alors, je connais des couples qui s'entendent bien, etc. Mais je n'ai pas rencontré quelqu'un qui ne veuille pas comment dire, me posséder. Je n'aime pas la possession. J'aime le respect de la liberté de l'autre dans la confiance. Et alors, j'ai souffert des trahisons de mon mari, mais je n'ai jamais été jalouse avant. Ça, c'est la même chose, je ne connais pas la jalousie. Je ne connais pas la jalousie, peut-être par orgueil, parce que... Oh, il y a un poème de Marina Tsvetaeva, qui est une poétesse russe extraordinaire. Et ce poème-là s'appelle « Tentative de jalousie ». Mais c'est une merveille, parce qu'elle regarde celui qui la trahit, dit « content avec cette... » Mais ce petit poème, c'est une merveille. Salvateur, les poèmes, pour transcender oui, parce que la personne qui trouve les mots, elle trouve les mots pour vous dire... Les mots pour le dire. Les mots pour le dire, absolument, avec génie. Avec génie. Au-delà de ces expériences de couple, ou d'amour, ou de marital, est-ce que vous avez expérimenté des... Je sais pas, ou des expériences de conscience j'ai vécu le tsunami. J'ai vécu le tsunami. Le tsunami, ça veut dire quoi, vivre le tsunami? C'est de vivre le tsunami le 26 décembre 2004 en Inde. Vous étiez en Inde à l'époque? J'étais en Inde chez Amma. Vous étiez chez Amma? J'étais chez Amma et j'ai vécu le tsunami. C'est ma fille qui m'a sauvé ma vie. J'étais sur la plage, j'étais en train de couper des légumes, de les mettre dans l'huile bouillante pour l'heure du déjeuner. Si ma fille n'était pas arrivée pour m'arracher je ne voyais pas la vague qui arrivait, je serais tombée dans une bassine d'huile bouillante. Et cette expérience-là que j'ai vécue, qui a été très forte, parce que la puissance de la présence de Amma... On peut peut-être dire qui est Amma. Alors, Amma, c'est une prêtresse. C'est une grande âme. Une godesse. Non, je dirais pas une déesse. Non. Une godesse, je dis. Non, c'est une grande dame de l'Inde qui était une petite fille qui appartenait à la caste des pêcheurs au Kerala et qui a eu l'audace de prendre les gens dans ses bras. Et en Inde, le tabou du toucher est bien plus fort qu'en Europe, et qu'une femme de basse classe étreigne des gens de toutes les classes, c'est extrêmement fort. Et ça, je m'en suis rendu compte en Inde, parce que justement, quand j'ai passé quelque temps, plusieurs fois en Inde chez Amma, j'étendais un jour du linge sur une corde, et justement, il y avait une femme hindoue qui était là. J'ai voulu l'aider à prendre son linge pour l'accrocher, et j'ai lu dans ses yeux, sans qu'elle me dise rien, la terreur que je touche son linge. Véritablement. Et c'est là où on voit l'empreinte de force de la culture, oui, du rituel. Oui.
Donc Amma, le tsunami, Alors, j'ai vécu le tsunami 2004. 2004, 26 décembre 2004, et donc la vague, la vague qui se retire, la vague qui revient et qui noie tout sur son passage, et la vague a atteint 3 mètres. Hein. Et ma fille Elisa était au 9e étage d'un petit immeuble, et elle a vu la vague arriver, elle a entendu les hurlements, elle s'est dit maman est en bas naturellement, et si ma fille ne m'avait pas arraché le tablier que j'avais qui m'empêchait de courir, et elle s'y connaissait encore mieux dans les lieux puisqu'elle avait passé 2 ans à l'ashram, parce qu'elle a participé à un film qui a été donné sur Amma, qui s'appelle Darshan de Yann Kounen. Elle connaissait très bien les lieux, et donc on a vécu ça pendant. Et je pense que Amma avait cette présence qui faisait que tous les gens qui étaient dans l'ashram, personne n'a été victime. Il y avait 3000 personnes ce jour-là, et que c'était son autorité qui a fait qu'elle était obéie au doigt et à l'œil par tout le monde. Donc ça, c'était très impressionnant. Très, très impressionnant. Et elle-même, elle était où quand il y a eu le... Amma, quand il y a eu le tsunami? Elle était je pense que c'est arrivé à 1h de l'après-midi, elle était dans sa chambre, dans un petit immeuble aussi, la vague est montée, elle est descendue, il y a des photos où on voit Amma, et comme elle est fille de pêcheur, elle a tout de suite dit ce qu'il fallait faire, comment il fallait partir. C'est une lagune, hein, l'ashram est sur une lagune. Vous y êtes allé? Oui. Donc elle a tout de suite donné des ordres et on a été évacués, etc. Alors on était évacués, on était dans des immeubles qui étaient en construction, et je me souviens qu'il y avait vous savez, toutes ces renonçantes qui sont autour de Amma. Il y avait entre autres une Allemande qui était là, qui essayait de nous ranger par nationalité. Naturellement, les Français n'obéissaient à rien. Et alors l'Allemande disait « You French, always fighting !» Donc, toujours des moments comiques. Oui, c'est ça. Même en plein tsunami. En plein tsunami, il y a des châssis moments. naturel, il revient au galop. Ah, mais tout de suite. D'ailleurs, de toute façon, on voit bien les Américains qui ont plus d'argent ont réussi à imposer le Coca-Cola maintenant dans l'ashram. Enfin, Donc cette expérience, c'est votre fille du coup qui vous emmène, qui m'a sauvée, qui vous sauve à ce moment-là. À ce moment-là. Mais cette expérience-là, je pense que elle a, si vous voulez, c'est un peu, je lui ai donné la vie, elle m'a permis de poursuivre la mienne, et à partir de ce moment-là, je me suis dit quand même, il me reste du temps à vivre, il faut en faire quelque chose de bien. Et il faut en faire quelque chose de bien. Alors de bien, je ne sais pas, mais j'essaye d'être un peu mieux. Parce que vous avez l'impression que vous n'étiez pas bien? Non, mais il y a des moments, on a toute la journée des tentations d'être médiocre. Vu comme vous avez été entraîné, j'ai des doutes, mais bon, vous avez mis la barre encore plus haut. Non, je ne mets pas la barre encore. Non, je ne suis pas du tout. Non, mais on a toute la journée la tentation on peut toujours faire un peu mieux, honnêtement. Ah, ça dépend où vous mettez la barre. C'est vous. Je ne mets pas la barre, mais toute la journée, vous avez des sollicitations de faire telle chose, d'être un peu plus gentille, un peu plus conciliante, un peu plus partageuse, un peu moins égoïste, etc. Mais je ne dis pas que je n'ai aucune échelle, mais j'ai la conscience que ce temps qui est pour l'instant allongé, je me dis, il doit être. Je suis là pour mettre, je sais pas, ma petite touche de mieux, quoi. Comment vous mettez votre petite touche de mieux? Eh bien, d'accueillir, par exemple, d'accueillir. Est-ce qu'il y a eu d'autres moments comme ça forts de transformation, d'expériences un peu particulières qui, sensoriellement, ont pu bouger des choses? L'ayahuasca L'ayahuasca, donc, qui est une herbe, qui est une liane d'Amérique du Sud,
qui est récolté dans une forêt équatoriale. Et est une expérience que j'ai faite en France. C'est illégal, mais je l'ai faite. Et j'ai trouvé ça très intéressant, très passionnant, parce que d'abord j'étais entourée pratiquement de personnes que je connaissais. Et je l'ai faite en sécurité. Et ce qui est très intéressant, c'est que toute cette expérience a parlé de la sécurité aussi. Je l'ai faite en sécurité parce que c'était avec des gens que je connaissais. Donc j'avais confiance que j'étais entourée de gens que je connaissais. C'est une substance qui va quelque part vous emmener dans un état de conscience modifié. Voilà. Et donc vous vous sentez en confiance qu'il ne se pour passe vivre pas cette quelque chose expérience de dangereux. De dangereux. Et alors justement, en prenant cette... Et vous posez une intention? Non. Non. Vous ne posez pas d'intention avant de faire la séance? Non, non. Non, alors, on m'avait dit de jeûner, enfin, de ne pas manger, de ne pas m'alourdir, d'être le plus végétarienne possible pendant quelques jours avant. Donc, je respecte ça. J'absorbe la potion qui vous pousse à vomir. Donc, et à ce moment-là, les visions viennent. Et les visions, vous les partagez avec le curandero qui vous aide à les... Et je pense que je lui parle de visions où je suis en insécurité. Et il me dit, je me souviens de sa réflexion, il me disait, mais tu sais, la police, les polices dans les dictatures s'appellent souvent la sécurité. Et là, j'ai retrouvé aussi, alors, pourquoi ce sentiment d'insécurité? C'est vrai que quand j'étais en Libye, quand j'étais dans toutes ces expériences, dans ces pays dont je ne maîtrise pas la langue, et je me souviens d'une expérience que j'ai vécue avec mon patron et le directeur financier. Nous étions à Tripoli, Libye. On avait des rendez-vous avec les ministères qui achetaient les bateaux de blé, les bateaux de farine. Et on a été suivis pendant 3 jours avec une voiture tout était écrit en arabe, parce que le colonel Kadhafi, rien n'était écrit en anglais, rien n'était écrit en occidental. Je commençais à se trouver un peu. Et on s'est rendu compte que c'était une voiture auto-école. Voilà. Je me suis dit, donc, qu'est-ce qui crée l'insécurité? C'est moi qui l'a créée. Personne ne m'a menacée. Donc c'est mon imagination qui crée ça. Et pourquoi s'angoisser outre mesure avec nos peurs? On a tous nos peurs. J'ai peur de vieillir. J'ai peur de vieillir dans le sens que j'ai peur d'être dépendante des autres. J'ai peur de perdre la mémoire. J'ai peur, etc. Mais ce qui arrive, ce n'est jamais ce qu'on a prévu. Jamais, jamais. Alors ça me rassure beaucoup. Oui, je comprends. Donc cette ayahuasca, ça vous a permis en tous les cas de revisiter. Alors j'ai revisité aussi, d'une certaine façon, la perte de l'enfant que j'avais perdu avant ma fille. Et quand j'avais perdu cet enfant-là, à cette époque-là, j'étais restée... ma grossesse ne se passait pas bien. J'étais restée au lit pendant 5 ou 6 mois. Et finalement, on m'avait provoqué la naissance de l'enfant. Et et j'ai demandé après, cet enfant, était-ce un garçon ou une fille? On m'a dit, madame, vous pouvez remercier. On m'a pas dit si c'est un garçon ou une fille. On m'a simplement dit, vous pouvez remercier qu'il ne soit pas né. Comment l'écoute de votre intuition, de vos sens, de votre sensibilité tout au long de votre vie a joué un rôle? Un grand rôle. J'étais très très attentive à ce que je ressentais d'une personne. Et un titre, une fonction ne m'impressionne pas. Une personne m'impressionne.
Et vous sentez le... J'ai rencontré plusieurs fois Milan Kundera. Je ne lui ai pas parlé. D'abord parce que c'est quelqu'un qui n'est... on ressentait très vite que c'était quelqu'un qui n'avait pas envie de parler. Mais il avait une telle présence. Milan Kundera, je m'en souviendrai toujours parce que c'était une présence. Et ça, c'est respectable. Oui, merveilleux. Qu'est-ce que vous aimeriez que les auditeurs retiennent de cet échange? Pardonner. C'est quoi pardonner? Pardonner, c'est se pacifier. Pardonner, vous n'avez pas besoin de dire à quelqu'un que vous lui pardonnez. Et si vous lui pardonnez dans votre cœur, ça vous fait un bien fou. Oui, parce qu'il n'y a plus la mémoire négative. Voilà. Ça, c'est une vraie richesse de pouvoir Ça, laver son cœur. Absolument. Et franchement, alors, j'ai des colères. Je continue à être en colère. Il y a des choses qui me la colère. Mais maintenant, j'ai compris que cette colère, d'abord, permet d'extérioriser des colères, certaines colères, oui, mais on peut les pacifier par le pardon. Le pardon. Par le don. Oui, enfin pardonner, pas besoin de pardonner solennellement devant tout le monde. Et pardonner, les gens croient quelquefois que c'est oublier. Ce n'est pas oublier. C'est pacifier. Pacifier. Oui, pacifier, vraiment. On va rester sur ces mots, Bon, Marion. voilà, merci. J'aime beaucoup. Merci infiniment mais de ce c'était joyeux partage. Oui. Est-ce que vous voulez boire du jus de pomme yuzu? Ah oui, le jus de pomme yuzu, ça, moi, j'en veux bien Je encore. pense que c'est ma boisson magique. Boisson magique, boisson magique. Je confirme, c'est bien une boisson magique qui accompagne parfaitement l'esprit de notre échange. Ce jus de pomme yuzu, frais acidulé, un éclat fruité au palais, c'est une excellente recommandation pour accompagner votre écoute. Et comme le dit Marion, la poésie, c'est l'indiscrétion du cœur, une façon de rester vivant, sensible et un peu curieux du monde. Pardonner, ce n'est pas oublier, c'est pacifier son cœur. Je vous laisse avec ces 2 phrases à méditer et on se retrouve le 30 novembre pour un nouvel épisode, tout en sensation également. Un épisode qui, je vous le promets, va vous mener par le bout du nez. Merci à toutes les oreilles fidèles, curieuses, attentives. Vous êtes toujours aussi nombreux sur les plateformes d'écoute. À très bientôt et d'ici là, prenez soin de vos sens.